Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Il est des hommes qui traversent l'histoire sans jamais s'y compromettre. Abdelhamid Mehri fut de ceux-là, non par posture, mais par fidélité à une idée simple et redoutable. La politique est une responsabilité morale avant d'être un exercice de pouvoir. Né en avril 1926, Mehri s'engage très tôt dans le combat national. Du PPA au MTLD, puis au FLN. Son itinéraire épouse celui d'une révolution qu'il pense autant qu'il sert. Emprisonné dès novembre 1954, il paye de sa liberté le prix de ses convictions. Libéré en 1955, il rejoint la délégation extérieure du FLN et participe aux plus hautes instances de la révolution. CNRA, CCE, GPRA, avec une constante opposée à la force brute, une légitimité politique, à la domination, une vision. Le projet Mehri, réponse stratégique au projet gaulien, reste l'un des actes les plus audacieux de la guerre de libération. Il ne proposait pas une surenchère militaire, mais une issue politique fondée sur le droit des peuples, la souveraineté et l'intelligence collective. Mehri croyait déjà une Algérie qui survivrait à la guerre parce qu'elle aurait su penser l'État avant de l'occuper. Après l'indépendance, il continue de servir sans jamais se servir. Ministre, responsable politique, ambassadeur, il demeure fidèle à une même ligne, le dialogue, la dignité de l'État, le respect de l'intelligence, même écarté du pouvoir. Il ne se tait pas, il observe, analyse, alerte. Et c'est là que sa pensée devient dérangeante. Mehri avait mis des mots sur ce que beaucoup refusaient de voir. La médiocrité n'est pas un accident de l'histoire. Elle peut devenir un système, pire, un mode de gouvernance. Pour lui, la médiocrité n'était pas l'absence de diplôme ou de savoir-faire technique. Elle était d'abord une faillite morale, la peur du débat, le rejet de la pensée critique, l'élimination des consciences libres. Lorsque la loyauté aveugle remplace la compétence, lorsque l'obéissance devient un critère de promotion, lorsque l'État cesse d'être plus intelligent que ceux qui le dirigent, alors les institutions se vident de leur sens. On ne construit plus, on conserve. On ne gouverne plus, on neutralise. Aujourd'hui, 14 ans après sa disparition, ces paroles résonnent avec une précision inquiétante. Tant que la médiocrité restera un passeport vers les responsabilités, aucune réforme ne sera crédible. Réhabiliter Mehri, ce n'est pas seulement honorer un homme, c'est remettre en cause un ordre établi qui a fait de la petitesse une norme et de l'exigence une anomalie. Comme il le disait, nous sommes au temps de la médiocrité et la médiocrité possède ses détenteurs. Et c'est précisément pour cela qu'Abdelhamid Mehri demeure indispensable à notre mémoire, Rabbi Yarhamou, parce qu'il rappelle une vérité implacable. Un pays ne chute jamais par manque de richesse, mais par abandon de l'exigence. Dans une Algérie nouvelle où la médiocrité est le mot d'ordre, plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Abdelhamid Mehri, un homme de principe, une conscience contre la médiocrité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Adel Khalef, analyste politique, expert économique aussi. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je me réjouis d'être ici parmi vous. Merci beaucoup, Adel. Barakallahu fik. Et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation.
On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte International, une ONG qui défend les droits humains. Il est avec nous depuis Londres, via Skype aussi. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à votre invité. Je salue les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Mohamed, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de donner la parole à nos invités, on va juste vous passer cet extrait de déclaration de Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou, 14 ans après sa disparition. رئيس الجمهورية ترشح مستقل ماهيش مهمة جبهة التحرير الوطني باش تعطي له قاعدة اجتماعية. بعد غدوة، بعد عام، بعد عامين الحوار هو المخرج. قضية العقد الوطني نتشرف بأنني أمضيت باسم جبهة التحرير الوطني. ما هو الحوار بالنسبة لنا هنا تسمح لي موش مزية تعملها السلطة، ضرورة وطنية. دليل خاص أن هذا الحكم على ما فيه من سلبيات وإيجابيات وصل إلى مداه وإلى حدوده وأصبح عديم الفعالية. مطلب واحد هو مطلب ضرورة تغيير نظام الحكم بعد تجربة 50 سنة، وهو مدة كافية لبحث الأمر. Mais le système dans son ensemble est, à mon avis, à changer d'une façon démocratique et pacifique pour faire face تقديري، هذه وجهة نظر ربما خاصة، أن نظام الحكم الحالي بني بتراكم غير مدروس وغير خاضع للنقد في تطوراته، وكل من ساهم بطريقة من الطرق في مسؤولية الحكم ساهم في بناء هذا النظام، وحتى من صمت في بعض الظروف ساهم في بناء هذا النظام. Voilà, donc Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou. Adel Khal, je vais commencer cette émission avec vous. J'aimerais avoir votre impression, bien sûr, par rapport à ce personnage historique, mais aussi quelqu'un qui a joué un rôle dans la politique algérienne. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la personne d'Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou? Ouh là là, vous savez, on peut avoir que de l'admiration, que du respect. Surtout parce que, vous savez, quand on est habitué à de la grandeur, habitué à de l'élégance, habitué à de la maîtrise, habitué à des hommes qui parlent avec une force, avec une personnalité. Parce que, vous savez, des hommes comme regretté Mehri, comme Boumediene, Allah yarhamou, comme comment il s'appelle, Rosali. Vous savez, ils avaient Qassim Rbah, particulièrement, qui représente quelque chose de très important pour moi. Ce sont des hommes qui avaient une particularité qui faisait la différence. Même si le contenu de leurs déclarations parfois s'avérait faux, même si ça peut arriver, hein, tout le monde fait des erreurs, même si leurs déclarations parfois pouvaient être pas perçues convenablement ou pouvaient faire des erreurs, c'était des hommes qui avaient du charisme. Et le charisme est très important dans la politique. Quand vous voyez un homme comme Winston Churchill, comme De Gaulle, comme Kennedy, comme Hugo Chavez, et puis je peux en penser à plein d'autres, leur force, c'était le charisme, la personnalité. Et Mehdi, Allah yarhamou, était un homme qui était habité d'un charisme exceptionnel. D'abord, le charisme. Ensuite, un homme d'une dimension intellectuelle extraordinaire.
extraordinaire. Il y a de la texture dans ses paroles, il y a du savoir-faire, il y a de la maîtrise, il y a de la connaissance, une connaissance profonde de la politique. Parce que faire de la politique, c'est une chose. Mais les gens, il faut qu'ils fassent une grande différence entre un homme d'État et un homme de pouvoir. C'est très différent. C'est très différent. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a la dimension politique, la dimension diplomatique, qui comprend les enjeux, qui connaît l'histoire et qui a une idée, une perception du futur. Il sait quoi faire, comment s'arranger pour choisir ou s'entourer des hommes qu'il faut. Un homme de pouvoir, c'est quelqu'un qui est démuni de toute texture de connaissances politiques et encore diplomatiques et qui impose des positions qui ne font que faire mal à la nation. Quand on compare Mehri, qui était un grand homme d'État, un fin politique, un fin analyste, et avec ce qui nous est proposé aujourd'hui, vous constatez qu'on est tombé de très 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 haut. Très bien. Adel Khalef, on va revenir bien sûr par rapport à la situation que nous vivons. On va faire le parallèle. Merci beaucoup pour cette analyse. Mohamed Amziane Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? La même question donc, par rapport à Abdelhamid Mehri, mais aussi d'autres personnes de l'envergure d'Abdelhamid Mehri qui ont marqué l'histoire de notre pays, son combat colonial, mais aussi son combat politique. On peut parler d'Aït Ahmed, on peut parler d'autres personnes, de Cheikh Abbasi Madani, on peut parler aussi de Qasdi Merbah, comme l'a cité notre ami Adel Khalef, mais d'autres personnes aussi, de Chadli Ben Jdid, Rabbi Yarhamhum. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Amziane Rahmoun? Premièrement, Allah yarhamou. C'est clair qu'il a été un acteur durant la guerre de libération et après la guerre de libération nationale. Et les personnalités que vous avez citées, il y a des points qui les rassemblent, il y a des points aussi qui les de divergence. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même tas. Les combats diffèrent. Le combat de Hussein Ahmed et de Mehri, malgré qu'ils se sont rejoints à un moment donné dans l'histoire, mais les combats sont complètement différents. Ils ne peuvent pas être identiques. Mais n'empêche que, malgré aussi les divergences qui me sont propres, déjà à la personnalité d'Abdelhamid Mehri, du fait qu'il était aussi un acteur de l'arabisation, il était aussi avec Boumediene, que je considère qu'il est l'un de ceux qui ont instauré ce qu'on appelle le coup d'État militaire. Et bien évidemment, il faisait partie de ceux qui ont imposé Ben Bella par une prise de pouvoir aussi militaire, on ne peut pas la qualifier autrement. C'est le groupe de Oujda qui ont, et Mehri peut-être a fait son mea culpa en disant qu'il y a une accumulation d'erreurs. Et bien sûr, lui aussi a contribué quelque part, mais n'empêche, qu'on le veuille ou pas, c'est un acteur qui, à un moment donné, a milité pour la démocratie. Il a admis qu'il fallait changer de système, que les générations ont compris. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle, depuis maintenant combien, et j'étais toujours convaincu que le système politique, particulièrement à partir de 2019, puisque c'était, je dirais, peut-être un moment historique important de l'Algérie, février 2019, donc c'est l'avènement du Hirak, a tout simplement témoigné que le régime algérien a atteint sa limite politique définitivement, chose que Mehri a souligné, chose que Mahmoud Ahmouch a souligné, et bien d'autres, à travers leur contribution intellectuelle et bien évidemment militante, pour pas aboutir à ce qu'on appelle le Hirak, qui est aussi une accumulation de combien d'années d'errance politique. Maintenant, sur le côté de l'envergure, il fait partie d'une génération qui, d'ailleurs, il y a une théorie du leadership qui est analysée. Il y a des générations. Au jour d'aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a une montée des extrêmes droites et elles ne peuvent se faire que parce que quelque part, il y a une médiocrité à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on peut aboutir à avoir des populistes à l'image de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Et il ne faut pas s'en étonner aussi que la société même algérienne est attirée par des populistes
non pas par ceux qui font des analyses froides et qui essaient d'aller tout simplement dans les profondeurs du raisonnement pour un petit peu comprendre la société et même proposer des solutions qui peuvent ne pas être tout simplement au gré de toute la population. Donc, à chaque époque, il y a des leaders qui reflètent leur société. L'humanité est passée des leaderships verticaux vers une forme de leadership plus ou moins horizontale. Et au jour d'aujourd'hui, avec la montée donc du phénomène de la techno-bourgeoisie, nous assistons aussi à d'autres phénomènes. Donc, dans le cas algérien, est-ce qu'on peut l'ajuster, est-ce qu'on peut le comprendre à l'image des transformations mondiales? Je ne pense pas, dans la mesure où nous ne détenons pas vraiment la technologie. Mais par rapport à la médiocrité que vous avez citée, qui existe dans les institutions publiques, aussi bien militaires que civiles, s'il y a aussi des phénomènes liés au clientélisme, liés au piston, liés au fait que des cousins peuvent amener des cousins dans les institutions, etc. Donc, ce n'est pas la compétence qui prime, et c'est tout à fait normal d'assister, je dirais tout simplement, à ce que l'État lui-même est gangréné par ce phénomène, malheureusement. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Mzian Rahmoun. On va écouter dans ce passage aussi Abdelhamid Mehri parler de la démocratie. الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا إلى هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة. Voilà, Abdelhamid Mehri, Rabbi Yarhamou. Adel Khalif, quand la question qui a été posée par Mehri Rabbi Yarhamou, bien sûr sur les pratiques politiques et le système politique en Algérie, la démocratie donc en général. Lui qui a soulevé la question de la médiocrité, il le disait, bien sûr, nous sommes au temps de la médiocrité. La médiocrité donc possède ses détenteurs. نحن في زمن الرداءة وللرداءة أصحابها. Je vous ai entendu dans votre analyse, Adel Khalif, parler de la situation que nous vivons. Avant d'aller de répondre à cette question, j'aimerais aussi revenir sur ce qu'il a subi aussi sur le plan personnel. On lui a refusé le passeport diplomatique quand il l'avait besoin pour se soigner. Et je pense que Attaf, on a une petite vidéo du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, l'actuel ministre des Affaires étrangères, répondre à la question du passeport qui a été refusé, le passeport diplomatique qui a été refusé à Abdelhamid Mehri. Et on regarde la lettre qui a été aussi la lettre qui a été écrite par Abdelhamid Mehri et envoyée donc à Ahmed Attaf. On est en train de la voir. C'est en train de la voir donc sur votre écran. Mais aussi, on va voir ce clip de Ahmed Attaf qui a répondu donc à la question concernant le passeport diplomatique qui a été refusé à Abdelhamid Mehri. On l'écoute. جاءت الرسالة أنا ذاك فيما أتذكر نعم. كان هناك مرسوم رئاسي يحدد شروط نعم. منح أو عدم منح
الباسبور الجواز السفر الدبلوماسي. كان في 4 نقاط أساسية، من بينها أن يكون عضوا في الحكومة المؤقتة، أن يكون عضو مجلس الثورة، وأن يكون تقلد منصبا في سفيرا، وهو كل الصفات التي ذكرها المرسوم الرئاسي تنطبق على السيد مهري الله يرحمه. بطبيعة الحال يطلب جواز السفر الدبلوماسي، الأكيد أنه استقبل من المدير العام للتشريفات وبلغه الأمر برفض وأعطاه الجواب. هو لم يذكر هذا، قال لم أجب. يعني هذا اللي أتذكره في الموضوع بكل صدق وبكل أمان. Voilà, donc Ahmed Attaf qui répondait à la question pourquoi on a refusé donc le passeport diplomatique à Abdelhamid Mehri, alors qu'il était ancien ambassadeur. Adel Khalef, on sent que il était aussi injustement traité, si on peut dire, alors qu'il avait donné beaucoup pour l'Algérie. Oui. Moi, ça m'aime beaucoup, toutes ces histoires, mais je le dis simplement parce que, bizarrement, je n'ai jamais comprise. Et j'ai toujours beaucoup de peine à le comprendre. Pourquoi ce sont des gens qui font beaucoup pour le pays et qui donnent tout pour le pays et qui se sacrifient pour le pays, pour le peuple, et qui vraiment aiment leur pays, et qui aiment leur peuple et qui se donnent complètement, inconditionnellement, et bien ce sont toujours ceux qui sont ignorés, qui sont mis au placard, qui sont mis à côté, comme si il y avait une charte, il y avait un cahier des charges pour se maintenir dans un clan ou là, dans une équipe de pouvoir. Il fallait être excusez-moi du terme, un voyou invétéré ou un je sais même pas comment qualifier ça. Donc, bon, cette histoire de passeport diplomatique qui a été refusé à feu Mehri, je suppose que, encore une fois, c'était une question de règlement de compte ou une question de... Puis avec le problème de l'Algérie, c'est quoi? C'est que notre système est un système qui est toujours gangréné par ces batailles à l'interne. Yani, celui qui est au pouvoir, comment il fait pour se maintenir, comment il peut faire pour s'entourer par ceux qui vont le couvrir et le protéger, etc., etc. C'est-à-dire, on se focalise toujours sur quelles sont les options à choisir et quelles sont les actions à entreprendre pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas qu'allons-nous faire pour améliorer le secteur sanitaire, qu'allons-nous faire pour penser aux besoins du citoyen, etc. Bon, Hadouma, bien sûr, on les met sur la vitrine. Zama, mais en réalité, vous savez, il y a une très grosse maladie qui est connue, qui est une caractéristique, mais qui ne touche pas simplement le pouvoir Tana, ça touche beaucoup d'autres pays où des gens qui sont au pouvoir, ça s'appelle la mégalomanie. Et la mégalomanie, c'est une pathologie très avancée qui fait que, vous savez, je vais encore une fois définir, je l'ai déjà fait dans le passé, je le refais aujourd'hui, rapidement. Vous savez, monsieur, si vous apportez une définition, il y a un tarif, définition du mot peuple, quelle est la définition littéraire et littérale du mot peuple? Le mot peuple, c'est un ensemble de citoyens représentant la majorité absolue sur qui la loi s'applique. D'accord? Donc, ceux qui font la loi représentent la minorité extrêmement absolue, c'est-à-dire 10, 15, 20. Et ces gens-là, qui sont les décideurs et les faiseurs de loi, ne peuvent pas psychologiquement concevoir qu'un jour ils perderaient ce pouvoir parce qu'ils se sentent distingués des autres. Donc, ça s'appelle l'ivresse du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas la dimension des grands hommes d'État. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, je suis un boumedianiste. Mais allez, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer pour ça.
Il y a d'autres qui vont m'accepter pour ça. Mais je prends ma responsabilité. C'est ma position. Moi, je suis un boumedianiste. Pour moi, Boumediene, c'est la lumière de l'Algérie. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont me critiquer pour ça. Mais je reste sur ma position. Mais vous savez, Boumediene, quand il était en soins en Russie, le visiter, lui rendre visite. Boumediene qui chafou, comment il est venu? Il a su qu'il était venu dans le cadre de la comment dit-on, de la délégation de jadis. Son billet d'avion, son transport, etc., les frais de son déplacement. Vous savez que Boumediene avait exigé non seulement son retour immédiat en Algérie, mais en plus de ça, le prix de billet تاعو خذوه من الكونت CCP تاعي. هنا رانا نهضروا على la définition تاع الرجلة. Un grand homme d'État, un grand homme de la diplomatie, dont l'économie algérienne était plus forte que celle de l'Espagne et du Portugal réunis. L'Algérie était respectée à travers le monde. Et j'en passe d'autres. Nous n'oublions jamais le Dakhla à Boumediene aux Nations Unies, quand tout le monde s'est levé comme un seul homme. Le standing ovation du jamais vu. On n'oubliera jamais comment il a fait ramener Saddam Hussein et le Shah d'Iran. C'est-à-dire, chauffe, la dimension de Boumediene, c'est quelqu'un qui ne yahtaramsh bladou. Ça, c'était un grand président comme on n'en aura jamais. Donc, aujourd'hui, qui ne les paroles de Mehri, ça reflète un peu la grandeur de l'époque quand l'Algérie était une grande nation. Parce qu'on est loin du cas aujourd'hui. Et surtout, je finis par ça, vous savez, بلاد باش تكون دولة لا ديمقراطية لا ديمقراسي باش تكون عندك une vraie démocratie لازم تكون عندك بلاد وين لا جوستيس فوق الجميع لا جوستيس العدالة لازم تكون فوق الجميع ما كاينش من هذه مينيستر ولا جنرال ولا بريزيدون ولا راح انت اليوم dans un conflit judiciaire contre le fils d'un président ou le fils d'un premier ministre ou le fils d'un chef d'état-major. Je sais pas, le cas qu'il est perdu avant qu'il soit entamé. Et là, pour moi, regrettablement, ce que je ne comprends pas, c'est deux choses, et je finis rapidement par ça. Je demande que 45 secondes. Je ne comprends pas pourquoi le pouvoir civil n'a pas évolué avec l'armée. Regardez l'armée algérienne. Elle a évolué dans sa fonction. Elle a évolué dans la technologie. Les armements, les analium de l'armée alhamdoulilah, sont beaucoup plus sophistiqués que ce que nous avions il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. L'armée a évolué. Alhamdoulilah, parce que j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, un pays qui a une armée forte, c'est un pays qui a de l'avenir. Mais Adel, sur cette question, je vais vous donner le temps, Adel Khalif, sur cette question de l'armée. On va parler de l'institution militaire. Pour être précis, on a vu par exemple ces dernières années plusieurs officiers, plusieurs généraux emprisonnés, jetés en prison à cause de la corruption. Des questions même se sont posées sur la stabilité de cette institution. C'est vrai que vous parlez peut-être du matériel, mais quand on voit sur le plan humain, on commence à se poser aussi des questions sur l'institution militaire, sur l'institution sécuritaire. On a vu par exemple des changements de directeurs ou de responsables à la tête des institutions sécuritaires, devenu une question très inquiétante. Quand on voit quelqu'un qui est nommé une année après, il a été limogé, on ne sait pas le devenir de cette personne, on se pose aussi sur la question de la médiocrité de nos institutions. Absolument, absolument. Mais le problème, Monsieur Nasser, c'est que la raison principale aujourd'hui, surtout ces 5, 6, 7 dernières années, vous savez, je l'ai toujours dit, et je le redis, moi en 2019, j'ai voté pour Tebboune, parce que je croyais en lui. Et puis à partir de 2023, j'ai compris que c'était fini, surtout quand son système se sont acharnés contre ma personne, à moi. Le problème, c'est que l'armée, c'est une institution honorable. Pour moi, elle reste la colonne vertébrale de la nation.
Et s'il y a eu des changements, c'est parce que c'est le pouvoir civil qui a décidé qu'il y a des changements à cause d'une question de règlement de compte. Mais normalement, aujourd'hui, l'Algérie, pour se sentir et pour être en sécurité, le pouvoir civil لازم يفهم باللي لازم يكون des investissements importants dans le service de renseignement. Le service de renseignement n'a pas beaucoup d'investissements de l'État. Il n'y a pas de budget. Alors que c'est là où il faut investir. Parce qu'un pays qui a des services de renseignement puissants, c'est un pays qui a de l'anticipation sur le plan diplomatique, économique, politique, social et tout. On a délaissé ça. Sinon, vous savez, l'armée est la seule institution qui fonctionne bien. Le pouvoir civil est une institution qui est complètement ridicule. Regardez aujourd'hui les échecs du gouvernement, regardez au niveau de la présidence les communiqués. Vous avez vu un peu les communiqués de la PS par rapport à la diplomatie avec la France. Vous avez vu un peu ce niveau? Vous avez vu ce niveau? C'est fini. L'époque de Boumediene, l'époque de Chadli, où il y avait de grands diplomates. Attention, mais nous avons toujours de très grands diplomates. Même si ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'à part, nous sommes, écoutez, je vais faire plus simple, nous sommes tombés très très haut. La République est très très malade. La République est très malade. Très bien. La République est très malade, vous êtes en train de dire à Abdel Khalef. Mais aussi, je vais vous donner la question que aussi beaucoup d'observateurs se posent quand il s'agit de l'Algérie. Et vous avez parlé de l'armée, c'est la responsabilité aussi de cette institution, de l'armée ou de quelques généraux de l'armée, par rapport à la situation que traverse notre pays. Beaucoup d'observateurs disent que c'est l'armée qui fait et défait donc les présidents en Algérie et qu'elle a aussi son mot à dire par rapport à la situation que nous vivons. Peut-être vous allez revenir sur cette question après Adel Khalef. Mohamed Mziane Rahmoun, quand Abdelhamid Mehri disait que nous sommes au temps de la médiocrité possède donc ses détenteurs. Aujourd'hui, 14 ans donc après sa disparition, ses paroles résonnent avec précision inquiétante pour beaucoup d'observateurs, Mohamed Mziane Rahmoun. Et bien sûr, on a écouté avec bienveillance l'analyse de Adel Khalef. Quand on voit la situation, non seulement de nos hommes politiques, même d'une certaine opposition politique en Algérie, du pouvoir en place, des médias en Algérie, et je pense qu'Adel Khalef a parlé aussi de l'APS, on se pose la question, jamais on a vécu cette médiocrité en Algérie. Pourquoi, d'après vous? Abdelhamid Mehri l'a dit, c'est la conséquence. Et lui-même, j'ai dit, je pense que c'est un mea culpa. C'est la conséquence de plusieurs années, n'est-ce pas? C'est pas venu comme ça du jour. C'est pas à cause uniquement que de 2019. Il y avait aussi l'époque de Bouteflika ou des Bouteflika et toutes les conséquences qu'il y avait. On assistait effectivement à la destruction de l'État même. Il y avait des voyous qui faisaient le chaud et le froid à la place des forces de l'ordre, la corruption. Il y avait donc une atteinte aux institutions. Il y avait aussi, n'oublions pas qu'à un moment, il y avait cette histoire aussi d'allégeance, du clientélisme, n'est-ce pas? Et bien évidemment, d'applaudir le fort du moment. Ça a été toujours ainsi depuis, justement, que n'oublions pas qu'il y a eu des assassinats politiques avant l'indépendance. Et plusieurs fois, nous avons parlé de l'assassinat des Berbéris, l'assassinat de Aben, l'assassinat de Khidar, de Krim. Et bien évidemment, ces deux-là, c'est après l'indépendance. Et ceci que les véritables personnalités qui avaient fait la guerre de libération nationale, qui méritaient un aura même d'être portés président de la République, et ils avaient de la notoriété, et surtout s'ils avaient respecté le processus démocratique juste après l'indépendance en faisant une constituante, on ne serait pas dans cette situation. Et Boumediene est l'un des acteurs majeurs il est responsable aussi de cette situation, qu'on le veuille ou pas. Mais par exemple, Mohamed Mziane Rahmoun, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Si on fait un peu la comparaison entre l'ère Bouteflika, il y a des gens par exemple qui étaient contre Bouteflika, qui sont sortis en 2019 donc contre le 5e mandat, et
quand on les entend, par exemple, quand je les invite dans des émissions, ils disent on regrette le temps Bouteflika. Jamais on est arrivé à cette situation de répression, par exemple, jeter des journalistes en prison, voir cette médiocrité de nos médias. Il a donné l'exemple à Adel Khalef de l'APS, jeter des hommes politiques en prison, dissoudre des associations qui avaient presque 30 ans d'existence. Et jamais on est arrivé à cette situation. Et même les problèmes diplomatiques qu'on est en train de vivre, par exemple avec la France, la question se pose. Qu'est-ce qu'il a fait qu'on a accéléré le processus de la médiocrité, si on peut dire, entre guillemets, depuis 2019? Voilà, là c'est très pertinent. Accélérer, il y a un effet catalytique. Je suis complètement d'accord sur ce point. En effet, il y a un effet catalytique qui a fait que même sur le plan stratégique, les décisions d'ordre stratégique sont très mal prises et qui mettent que notre pays dans une situation inconfortable. Ça c'est clair. Et encore, pas uniquement ceci, il y a un retour de discours extrêmement dangereuse. Hezb França, ceci, cela, la sensibilité religieuse et l'utilisation de la religion politique est utilisée à des fins populistes, etc. C'est vraiment une situation dangereuse et calamiteuse. Nous y sommes à ce point. Mais n'empêche qu'il y a eu un passif qu'on ne peut pas nier. Regretter une époque très mauvaise, parce que quand même nous avons milité contre le bouteflikaisme, pas avant le Hirak. Donc, le bouteflikaisme a contribué, si vous voulez, à ceci. Comment que les tenants du pouvoir, qui sont toujours d'ordre militaire, ont réagi à ce vouloir d'une ouverture démocratique. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une contre-révolution en fermant. Il y a un contexte international aussi qui est favorable, vu l'émergence des extrêmes droites que j'ai signalées depuis longtemps, et je suis parmi les premiers peut-être, même pas uniquement en Algérie, mais à l'échelle internationale, de parler du partage du monde. Et de ce fait, il y a un contexte aussi qui favorise les autocraties qui, bien sûr, vont essayer de tout faire pour plaire à un impérialisme quelconque pour se maintenir. Mais malheureusement, dans le régime algérien, dans cette institution, si vous voulez, dans l'État en lui-même, nous avons remarqué, tout le monde le sait maintenant, qu'il y a des secrets qui se retrouvent dans des plateaux de télévision qui ne devraient même pas être mis au public. Cela montre aussi la fragilité de nos institutions. Regardez le Venezuela, comment que les Américains ont su, etc. Il n'y avait pas que le renseignement américain qui était fort, il y avait aussi des trahisons. Donc, dans ce climat d'incertitude qui tourne autour justement comment que l'Algérie est gouvernée, il y a beaucoup d'interrogations qui, bien sûr, qui tirent vers le rouge. C'est pour ça que nous alertons à chaque fois l'opinion publique. Et j'espère que ceux qui sont dans le régime algérien, il y en a aussi ceux qui sont sages, qui écoutent. Maintenant, dire que j'ai juste une toute petite anecdote pour vous dire, regardez comment on fait une comparaison. Quand on sait que Staline, pour beaucoup, c'est un grand homme, bien sûr, mais il fait partie de l'un des plus grands criminels que l'humanité n'ait jamais porté, au même titre que Khaled Ben Walid, au même titre qu'Hitler, etc. Mais n'empêche que Poutine l'a réhabilité dans les manuels scolaires. Vous voyez, donc la grandeur, c'est une question de conception, c'est une question de vision. Est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui est bien portante? Est-ce que l'arabisation telle qu'elle est conçue, pas la langue arabe, je respecte la langue arabe, j'aime l'arabe autant que le français, pour ma part, et l'anglais, etc. Il n'y a aucun souci. Elle fait partie de la triptyque qui identifie l'identité nationale. Mais est-ce que l'idée même qu'elle a été portée par le régime a donné quelque chose de concluant? Est-ce que nous avons des citoyens qui ont un sens de l'analyse critique? J'ai assisté à des débats dans les universités et je suis en
je connais la matière. Et pourtant, Mohamed Amzian Rahmoun, je m'excuse, le Hirak a prouvé que le peuple algérien a de la maturité, il a une conscience politique. On a vu par exemple les slogans, on a vu que les Algériens commençaient à se parler entre eux. On a senti que le peuple était dans une autre dimension par rapport aux tenants du pouvoir. Mohamed Amzian Rahmoun. Il y a le phénomène des réseaux sociaux qui a aussi contribué à ce phénomène, si vous voulez, de transformation aussi des idées. C'est un fait. Et bien évidemment, il y a la décomplexation. Le peuple algérien, Dieu merci, s'est décomplexé vis-à-vis de la Kabylie. C'est-à-dire les slogans qui étaient jadis portés par cette région se sont nationalisés. Donc, des idées de transition démocratique dont la Kabylie le chantre, effectivement, s'est retrouvé un peu partout en Algérie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont préféré stigmatiser la Kabylie. Et bien évidemment, il y a l'apparition là de ces petits minables de zéro kabyle, de ce groupuscule, et bien évidemment de ces bêtes d'ici à Novembaria pour stigmatiser la Kabylie en utilisant la sensibilité religieuse. Donc, il faudrait prendre aussi le Hirak et l'analyser d'une manière scientifique, pas uniquement pour comprendre aussi quel était l'impact, si vous voulez, des réseaux sociaux, quel était l'impact aussi de la main-d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui sont sortis en Algérie, il y a beaucoup aussi d'arabophones qui viennent en Kabylie, il y a beaucoup de phénomènes. Mais ce n'est pas le propre de l'école algérienne d'avoir formé l'analyse critique. Voilà, donc c'est ça le point. Parce qu'un système a besoin d'une école, a besoin d'une mosquée, a besoin d'acteurs politiques qu'il fabrique, a besoin d'une clientèle, a besoin même de ceux qui offrent leurs services. C'est-à-dire, vous allez le trouver, d'ailleurs ça a été signalé même par ceux qui ont ce qu'on appelle dans un livre le socialisme des intellectuels, c'est pour faire le parallèle. C'est-à-dire, c'est des intellectuels qui, à force d'avoir un diplôme, ils pensent comprendre beaucoup de choses, ils offrent leurs services au fort du moment, et bien évidemment, en tenant profit, en essayant toujours d'avoir du profit. Il y a un plaisir intellectuel, certes, mais en fait, ils n'arrangent pas leur population. Ils pensent dessiner la société, et ceci n'arrange pas le peuple. Les peuples, pas uniquement algériens, mais les peuples. Nous pouvons faire un parallèle, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe en France. Nous pouvons faire un parallèle par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. On peut prendre beaucoup de points du monde pour parler de la médiocrité, parce que il y a malheureusement une généralisation. Et tant qu'il y a une médiocrité, vous allez remarquer que l'esprit critique et ça a été signalé attendant par Arendt, qui a analysé les autoritarismes en assimilant aussi ceci par le déclin de la culture. Donc, dans le cas du régime algérien... Mais est-ce que la question aussi, on ne peut pas aussi comparer, Mohamed Amzian Rahmoun, la médiocrité que vit notre pays, et si on peut parler de la médiocrité qu'il y a en France. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun, c'est juste un exemple, la France, ça peut être un autre pays aussi. Adel Khalef, comment cette médiocrité a été portée au sommet de l'État, est devenue une référence, si on peut dire, en termes de gestion. Le génie du peuple algérien, on l'a vu en 2019, sortir en millions, qui a exigé ou demandé donc un changement de système, la rupture avec le système politique qu'il existait donc depuis 62. Le peuple algérien a une conscience politique. Il veut moderniser, si on peut dire, le pays. Il veut que le pays s'ouvre sur le monde. Il veut qu'il y ait une ouverture politique. Mais les tenants du pouvoir refusent donc cette démarche ou cette dynamique. Pourquoi, d'après vous, pourquoi on est là alors que on parle de déliquescence de nos institutions, de déliquescence donc du champ politique en Algérie, de nos médias, ce qui expose notre pays à des dangers, non seulement internes, mais aussi externes. Alors, d'abord, la première approche qu'il faut avoir, ce n'est pas cette déclaration, parce que vous avez dit, les gens critiquent par rapport les crises que nous avons depuis 1962, etc.
C'est pas comme ça qu'il faut avoir. Et c'est pas avec cette approche qu'on va résoudre les choses. Parce que 62, c'était une époque, c'est l'indépendance. Après 72, c'était une Algérie différente, mais qui se construisait, qui se développait. Après 82, c'était une Algérie qui a connu un meilleur encore de développement. Il y a eu l'émergence d'Aria Delfat, Maqam Shahid, d'autres industries, d'autres trucs, etc. Et puis 92, il y a eu la décennie noire. Donc, chaque époque a, si vous voulez, un peu... Voilà. Donc, on ne peut pas dire que nous en avons, on en a assez depuis 62, etc., etc. C'est pas comme ça. Il faut. Chef, le meilleur moyen de résoudre le problème, il faut se baser sur ce que nous avons aujourd'hui. D'accord? Parce qu'on ne va pas réécrire l'histoire, monsieur. Mais on peut écrire le futur. On peut prévoir. On peut se préparer. On ne va pas réécrire l'histoire. On ne va pas reculer l'horloge. Donc, chef, Khoya Aziz. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que, mis à part la médiocrité, parce que la médiocrité, c'est quoi? C'est le symptôme de quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'est pas structuré, qui n'est pas équilibré. Chauffe. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens au pouvoir aujourd'hui, je parle du pouvoir civil, parce que l'armée, la fonction de Habeina, c'est la protection, la défense, même si elle a son mot à dire par rapport au pouvoir civil, je dis tant mieux. Parce que l'armée a son mot à dire. De toute façon, le pouvoir civil, il sera quoi sans les interventions dans les systèmes de renseignement, les services de renseignement? Rien du tout. Vous savez, le pouvoir civil, ce n'est pas lui qui va assurer la sécurité de la nation sur le plan sécuritaire, sur le plan opérationnel. C'est le rôle de l'armée. Donc, il لازم تكون عندك une armée puissante et services de renseignement puissants. Mais خلينا دوكا ديك في le pouvoir civil aujourd'hui. Je vais vous donner أنا نعطيك des paroles simples, mais qui ne font pas l'objet de débats, c'est des faits accomplis. En 2026, même on est en 2026, عندك un seul fournisseur Internet, Algérie Télécom. Ça va pas, non? En 2026, عندك un seul fournisseur d'électricité. عندك ان سيل فورنيسور تاع هذا ان سيل فورنيسور تاع اللي دفع عندك واحد انا ما علاش ما تخليش لي انفستيسور يجيو ينفستيس dans le transport ferroviaire. Tu vas créer de la concurrence, tu vas créer de l'emploi, tu vas améliorer la qualité de service et la prestation. علاش ما تخليش des privés investir pour la fourniture d'internet? Regardez le secteur des télécoms, la téléphonie mobile. Nous n'avons que des MNO, Mobile Network Operator. Pourquoi on n'a pas de MVNO, c'est-à-dire des opérateurs téléphonie mobile virtuels qui en France, par exemple la FNAC, c'est un MVNO. Alors, l'Anglais, le Virgin, c'est un MVNO. On n'a pas d'MVNO. On n'a pas autorisé. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas qui va faire quoi. C'est-à-dire, l'économie, l'idée même de l'évolution, nous suffocons, non seulement dans la médiocrité, mais dans la comment dit-on, dans cette nous persévérons. Voilà, j'en ai même perdu mon latin tellement que je suis dégoûté. Nous sommes obsédés par le contrôle. Anna, je dis qu'aujourd'hui, et je le dis toujours, je l'ai toujours dit, je le répète, لحقنا وقت وين النظام لازم يتبدل. Il faut un nouveau président jeune. Il faut que la jeunesse, elle accède au pouvoir. اليوم c'est fini. واحد اللي développe في les années 70 ما يقدرش يكون au pouvoir اليوم. C'est impossible. Il n'a pas la texture intellectuelle. Les gens d'aujourd'hui, à ce jour, les gens qui sont au pouvoir, j'ai rien contre Abdelmajid Tebboune. Personnellement, أنا ما نعرفه ما يعرفني ما نحاولش نعرفه. Il m'intéresse pas كاع. صح. La texture de mentalité terreau, c'est un bonhomme qui a une vision en entonnoir. Même il a قلبه مليح. Attention, parce que عنده نية تاعو مليحة. J'ai toujours dit. Vous savez, en 2017, quand il a été éjecté, c'est parce qu'il a voulu يحارب la corruption de Haddad. Mais il faut lui reconnaître ça, parce que quand عنده نية مليحة. بصح يحب ولا يكره. C'est un bonhomme. Aujourd'hui, mais il ne peut pas les jeunes, mais il ne peut pas les enjeux. Vous avez vu un peu les problèmes diplomatiques que nous avons avec le monde. Bon, maintenant,
Bouteflika, Allah yarhamou. Bon, j'étais aussi opposant par rapport à certains trucs de Bouteflika. D'accord? Allah yarhamou. Ça, Bouteflika, il a généralisé la corruption, il faut lui en vouloir. Il a brûlé 1100 milliards de dollars, il faut lui en vouloir. Ça, il a des choses qu'on ne peut pas lui en vouloir. Et Bouteflika, c'est une bête politique. C'est une bête diplomatique. Bouteflika qui parle aux Nations Unies, eh ben, je suis désolé, mais il zaza le dunya. Aujourd'hui, le niveau diplomatique, excusez-moi du terme, nous avons un niveau diplomatique aujourd'hui, tel bec-bec. C'est bec-bec. Très bien. Merci. L'économie, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais c'est pas possible. C'est pas un hurluberlu. Le bonhomme, c'est un médiocre interstellaire. Il écrit papa avec 3 Merci, Adel. Il est ministre de l'économie extérieure. Il faut arrêter. Très bien, merci beaucoup Adel, je m'excuse. Mohamed Damzian Rahmoun, très rapidement, Adel dit il faut arrêter donc avec cette médiocrité, avec la situation que nous vivons, il faut qu'il y ait un changement. Mohamed Damzian Rahmoun. Oui, la médiocrité est généralisée. Toutefois, comme le temps, nous n'avons pas beaucoup, je vais juste rebondir sur un concept. Le renseignement fait partie de l'armée, ce qu'on appelle le service de renseignement, et parler de renseignement civil ou de pouvoir, c'est parler de police politique. Alors que la police politique, Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou, et Ahmed et tous les autres, Ahmarouch, qui sont encore vivants, Allah yitoul fa'amrou, et ont toujours combattu la police politique et nous la combattons. Nous voulons une qualité dans le renseignement, mais bien évidemment moderne, qui s'attache uniquement à ce que doit être le renseignement, le contre-espionnage, la veille économique, la veille stratégique, mais il n'interfère pas pour faire des présidents ou pour faire des présidents de partis ou changer, etc. Voilà. Pour le reste aussi, j'aimerais aussi, puisqu'on a rendu hommage à Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou, avec bien sûr les divergences que j'ai avec lui, mais n'empêche que aussi Ben Hamouda, aussi il est mort le 28 janvier, aussi Allah yarhamou, il fait partie aussi de l'Algérie, de notre nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed Damzian Rahmoun. Ben Hamouda Rabbi Rahmou aussi. Merci donc à mes invités, Adel Khalef, analyste politique et économiste. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous. Merci à Mohamed Damzian Rahmoun, représentant de Riposte International. Vous étiez avec nous aussi via Skype depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs. Qawala khair.